Bonjour à tous et bienvenue pour le début de votre série de la fin de saison. 10 équipes, 10 vidéos, 10 bilans, 1 pour tout le monde, histoire de bien clôturer 2022. On a de quoi occuper tout notre mois de décembre et comme d'hab, on commence avec la pire équipe. Cette année malheureusement, c'est Williams. Allez, on se remet dedans pour cette série qui va nous accompagner jusqu'à Noël. Vous voyez d'ailleurs que j'ai sorti la petite guirlande de circonstances. La première rubrique, c'est la remise dans le contexte. On revient en mars dernier, on regarde la situation de l'équipe et quels objectifs elle avait. Bon, pour Williams, on n'attendait pas qu'il gagne le titre. Vous connaissez l'histoire, après la gloire connue par l'écurie de Sir Frank, qui d'ailleurs n'allait pas être là pour la toute première fois sur une saison. L'équipe maintenant elle galère et elle a touché le fond il y a quelques années. 7 points en 2018, 1 en 2019, 0 en 2020. Ouais, Williams a failli nous quitter, c'est pas trop que de dire ça. Mais la saison passée, le fonds d'investissement américain Dorilton Capital a repris l'affaire, a réinjecté de l'argent et il y a enfin eu du positif. 23 points, la 8e place du classement, de l'espoir et même un petit podium en guise de récompense pour les efforts. L'essentiel, c'est surtout que pour la première fois depuis très longtemps, Williams avait pu jouer quelque chose, exister. Impossible donc de viser trop haut pour cette saison 2022, mais ce qu'on voulait surtout, c'est qu'ils surfent sur le positif pour confirmer définitivement leur sortie du trou. Une écurie Williams dernière et loin des points, ça c'était terminé. Il n'y avait pas vraiment d'objectif en termes comptables ou position au classement, mais on voulait les voir scorer des points régulièrement, ne plus être le pire élève de la classe, pour ensuite, à moyen long terme, grimper dans la hiérarchie, jouer quelque chose, débuter un projet. Dernier point, fallait aussi cette année prendre une décision sur les pilotes. D'un côté, tu avais Latifi qui entamait sa 3e année et qui quand même avait un niveau assez moyen, mais qui rapportait de l'argent, et de l'autre, tu avais Albon qui faisait son retour, qui était prêté par Red Bull. Il y avait pas mal d'incertitudes pour le line-up de 2023, fallait être capable de construire un truc un peu solide. Côté pilote justement, l'une des curiosités de cette saison, c'était de voir où en était Alexander Albon après sa saison hors de la Formule 1 et les moments difficiles vécus chez Red Bull en tant que numéro 2. À seulement 25 ans déjà, c'était mine de rien sa dernière chance peut-être en Formule 1 et on ne savait pas trop quoi penser, il devait donc prouver sa légitimité, montrer sa valeur et pour ça, fallait battre Latifi. Ouais, cette saison pour lui c'était l'occasion de relancer son histoire avec la Formule 1. Latifi aussi allait au-devant de grands défis, il avait montré un petit peu de mieux en 2021, mais il n'avait pas vraiment réussi à nous convaincre et il y avait beaucoup de critiques qui lui étaient associées. Il était donc urgent d'hausser le niveau de plusieurs tons dans plusieurs domaines, être plus complet, faire moins d'erreurs, tout ça pour gagner sa place en Formule 1, montrer qu'il était légitime et qu'il méritait d'être là. La deuxième rubrique, c'est le résumé de la saison pour tous se rappeler, parce que quand même au bout de 9 mois et 22 Grands Prix, on a oublié certaines choses, comme le fait que Williams a démarré timidement la saison, mais que ça allait encore. À Bahreïn, Albon se qualifie 14e et fait une course au combat avec des Haas ou des Alfa Romeo. Ça va, c'est par exemple mieux que des écuries comme McLaren ou Aston à ce moment-là. La course suivante à Jeddah, il se bat même pour la 11e place avant de plonger de très loin sur Stroll et qu'il n'ait pas vraiment la place, bref, il se touche abandon. À Imola, il fait une course dans le paquet qu'il termine 11e. Voyez, Williams est à la porte des points et se bat. Et des points, ils vont marquer d'ailleurs à 2 des 5 premières courses, notamment en Australie où Albon, parti pourtant dernier, tente un pari fou, celui de tenir ses pneus hard quasiment toute la course. Il ne s'arrête qu'à l'entame du dernier tour, mais ça fonctionne, il y a 1 point à l'arrivée. Et à Miami, il est plutôt dans les mêmes eaux, mais en plus il y a une course folle où Norris, Gasly, Joe, Magnussen, Vettel, Schumacher et même Alonso auront des ennuis ou des pénalités. Résultat, il grimpe, il est là, et il est 9e, 2 petits points de plus dans la besace. Bon, c'est pas trop mal, c'est mieux que sur 2020 ou 2019 par exemple, mais on s'aperçoit quand même qu'ils ont beaucoup de difficultés à rentrer dans le top 10, qui sont l'équipe qui entre la moins facilement, et ça se traduit déjà au classement. Et surtout depuis tout à l'heure, on ne parle que d'Albon. Eh bien c'est parce que Latifi est carrément garé, il n'arrive absolument à rien dans ses nouvelles voitures, il est extrêmement loin, jamais fait mieux que 18e en qualif pour l'instant, et en course, il n'est absolument pas compétitif. Et il y a évidemment en prime le week-end de Jeddah où il se crache à la fois le samedi et le dimanche, début de saison cauchemardesque.
Et malheureusement, la suite va être vraiment pire pour Williams parce que pendant que Aston s'améliore, que Haas arrive à jouer des coups et qu'AlphaTauri est moyenne mais maintient un certain niveau, elle va traverser le désert. Aucun point entre Monaco et la trêve estivale, soit 7 week-ends où elle sera la pire équipe et où l'écart au classement va se creuser. Rapidement 17 de retard sur le 9e et 31 sur Haas par exemple qui est annoncé comme sa concurrente à la 10e place. Ça fait mal. Albon se bat, mais le niveau de la machine l'empêche de faire mieux et Latifi ne trouve pas de solution, sauf à Silverstone où il y a une éclaircie incroyable et il atteint la Q3. Bon, en vrai, sa réelle performance réside dans le fait d'avoir battu Albon en Q1 pour quelques millièmes, du coup il en est sorti. En Q2, l'équipe fait le bon pari sur les pneus avec l'arrivée de la pluie, ça passe en Q3, et là en Q3, il termine dans le mur. Donc bien, cool, mais j'aurais du mal à dire que c'était génial, hein. C'était cool, c'est tout. Et le pire, c'est que le lendemain, il a montré encore une fois qu'il était absolument incapable de jouer quoi que ce soit en course, puisqu'il a dégringolé alors qu'il y a eu beaucoup d'abandon au départ. Bref, avec tout ça, Williams est de très loin la pire écurie du plateau, mais au retour des vacances, elle va vivre quelques petits instants sympas. En fait, elle est tellement larguée au niveau de l'aéro et du développement qu'elle n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de se décharger totalement, de ne miser que sur la vitesse de pointe et de tenter de tenir un pari stratégique, tactique qu'elle va mettre en place 2 fois et qui va marcher. D'abord à Spa, aux mains d'un Albon séduisant, la voiture enregistre des records dans le premier secteur plein de ligne droite, il atteint donc la Q3 et part même 6ème après les différentes pénalités moteurs. Derrière, il nous fait une course de survie, la voiture c'est une roquette en ligne droite, du coup personne ne peut le doubler, il tient, il y a des points à l'arrivée, 2, ça fait plaisir. Derrière, vu la configuration du tracé, on se dit que Monza est leur meilleure occasion de toute la saison, et on n'a pas tort, ça marche vraiment fort, mais Albon se tape l'appendicite, et là tous les espoirs semblent tomber à l'eau, jusqu'à ce qu'un petit bonhomme qui a testé quasiment toutes les voitures cette année fasse son apparition, Nyck De Vries. Il saute dans la Williams et il parvient à avoir un impact direct, aidé par les pénalités, il s'élance 8ème. Et derrière, il nous fait une course ultra solide, défensive, il arrive à tenir, il y a 2 points à l'arrivée, même s'il faut signaler que sans les abandons d'Alonso et Ricciardo, il était 11ème, et que sans la safety car, il aurait dû abandonner sur problème mécanique, donc l'histoire aurait eu une toute autre tournure. Reste que le moment est magnifique et va lui offrir un siège en Formule 1 pour 2023. Du côté de Williams, on souffle un peu, ça fait du bien d'avoir des points, mais on se demande si Albon n'aurait pas pu faire encore mieux, et surtout au final, on est tellement loin que ça change rien, c'est pas terrible. En plus, il y en a un qui a pris une claque de plus, une claque de trop ce week-end, c'est Nicolas Latifi, battu par un mec qui débarque dans la voiture le samedi matin. Là, vraiment, ce jour-là, il a scellé le fait qu'il ne serait plus en Formule 1 la saison prochaine. Il arrivera quand même à ne pas terminer la saison avec 0 points grâce au Japon où il pleuvait et on a pu tenter un coup tactique parce qu'il était tout derrière, mettre des wets aux intermédiaires, ça a fonctionné, ça lui donne 2 points, voilà, c'est un moindre mal. Et voilà, ce sera déjà les dernières unités scorées par Williams cette saison. Les 4 derniers Grands Prix n'apporteront rien de bon, malgré la belle qualif d'Albon à Austin, je crois. Voilà, la FW44, c'est la pire voiture du plateau. L'écurie traîne sa peine jusqu'à la ligne d'arrivée finale. 10ème d'assez loin, avec seulement 8 petits points. Le bilan est donc ultra décevant pour l'écurie britannique. On savait qu'elle était encore fragile, on n'attendait certainement pas d'elle qu'elle joue le titre, même pas la 4ème place, voire même pas la 6ème, mais qu'elle ait été à ce point incapable de jouer la 8ème face à Haas et AlphaTauri, c'est ça qui fait mal. Elle n'a quasiment pas existé, elle ne doit ses points qu'à des petits coups et à des faits de course. On parlait de surfer sur le positif, de confirmer la sortie du trou, de ne surtout pas être 10ème. Eh bien on n'y est pas, Williams a en quelque sorte rechuté. Alors c'est pas l'horreur comme en 2019, parce qu'ils sont plus à la rue financièrement, ils sont plus stables, ils ont pu au moins développer un petit peu, mais dans les faits, sportivement, 2022 est un retour en arrière, et là pour le coup, ils n'ont pas vraiment l'excuse du manque d'argent ou alors de l'écurie qui part en lambeaux. Non, il y avait une structure sportive et financière pour la saison, du coup c'est un petit peu inquiétant parce que ça cloche au niveau humain. Le seul point positif de la saison, c'est peut-être d'avoir trouvé un pilote fiable et que tu as désormais signé pour toi seul. Alexander Albon a fait une top saison, on va y venir, il apporte d'excellentes choses et c'est un très bon gage pour le futur. Il n'a aussi que 26 ans, donc encore pas mal de potentiel à explorer malgré déjà une belle expérience. Voilà, c'est bien de l'avoir actuellement comme ton numéro 1.
Peut-être qu'il serait pas numéro 1 dans une écurie du midfield ou alors dans les top teams, mais pour Williams, avoir un Albon, c'est très cool. Mais bon voilà, c'est tout. Williams sur la piste était ultra loin du compte. Il termine logiquement largement dernier de mon classement par note avec une bonne marge sur le 9e. Voilà, déception, échec, inquiétude, c'est le triste bilan de 2022. Côté pilote maintenant, ça va aller assez vite. D'un côté, il y en a un qui a mis à peu près tout le monde d'accord, et de l'autre, il y en a un qui a mis aussi tout le monde d'accord. Mais pas pour les mêmes raisons. Après 3 saisons, Nicolas Latifi va donc quitter la Formule 1 et ça ne souffre d'aucune contestation au terme d'un exercice 2022 très faible. Au-delà des crashs comme à Jeddah ou Singapour, il a juste été trop peu compétent pour rivaliser avec les autres. Il n'a jamais réussi à s'adapter à sa F1 2022 au final et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous les voyez à l'écran, il se fait exploser par Albon et pour moi le plus gênant c'est vraiment que tu ne pouvais juste rien espérer avec lui. Chaque week-end avec lui, c'était un week-end avec une seule voiture pour le clan Williams. Il est évidemment pour moi le pire pilote de cette saison à la moyenne générale, 3,2 points derrière le 19e et 4,7 derrière la moyenne générale. On va pas épiloguer, la sanction est tombée, il a perdu sa place et maintenant il faut qu'on décroche la photo du décor. Écoute Nicolas, je suis désolé, mais tu me laisses pas le choix. Albon, lui, m'a positivement surpris. Je croyais déjà pas mal en lui, mais je ne pensais pas qu'il ferait taire les doutes aussi rapidement et facilement. Sa place est bel et bien en F1. Voilà ce qu'on se dit au terme de cette saison, et c'est tout ce qu'il avait à gagner. Melbourne, Miami, Spielberg, Spa, Bahreïn ou encore Austin, non, il n'y a pas à dire, sa saison est clairement validée, et en plus le pauvre, la voiture l'a pas aidé à se mettre en valeur, donc c'est difficile de trop s'emballer, et on l'a beaucoup moins vu que prévu. Bon, aussi de l'autre côté, avoir Latifi comme coéquipier, ça aide à te mettre en valeur au niveau des chiffres, au niveau des écarts, c'est sûr. On l'avait vu avec Mazepin et Schumacher en 2021. Maintenant, on va voir, est-ce qu'Albon peut porter cette écurie, faire mieux, être régulier, encore grandir, encore apprendre? Je pense qu'il a encore de la marge, donc j'ai hâte de découvrir son futur, voir quelle sera son histoire en Formule 1, et du coup, pour l'instant, avec Williams. Bien, maintenant, quelle est la suite pour Williams? L'objectif immédiat, évidemment, c'est de tenter de recoller le plus rapidement possible au paquet aux autres écuries, parce que s'ils refont une saison esselée à la 10e place où leur seul point c'est des miracles, je pense que ça va commencer à chauffer pour Jost Capito et que Dorilton Capital va avoir des choix à faire. La question dans le fond, c'est peuvent-ils vraiment faire mieux et se relever? Haas va avoir beaucoup de budget, AlphaTauri à l'aide de Red Bull, Aston voit bien plus haut. En comparaison, je trouve l'écurie de Groove bien démunie et il me donne une mauvaise impression dans le côté qualité humaine. Ouais, je crois que je commence à douter de leur capacité. On n'attend pas d'eux qui se battent avec McLaren ou Alpine, quoique on pourrait, mais même pas ça. Le fait est qu'ils arrivent même pas à être concurrents des autres écuries du bas de tableau, ça c'est très inquiétant et ça doit pas durer plus d'1 an. On aura aussi évidemment un œil très attentif sur Sargent, c'est quand même une des nouvelles de la saison, le rookie américain débarquera l'an prochain, ça va demander certainement du temps, on ne sait pas vraiment quel est son niveau, quel est son plancher, quel est son plafond, son potentiel, peut-être que l'américain va se révéler que ce sera un super choix, en tout cas Williams fait un pari avec lui. Face à Latifi, c'est un pari qui se tente très largement, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres options, un Schumacher, un Hülkenberg, un Ricciardo? Bon, à voir. Bref, voilà où en est Williams au sortir de la saison 2022, pas là où on les espérait, j'aurais clairement voulu faire un débrief avec beaucoup plus de sourires et de bonnes choses à annoncer, mais voilà la triste réalité. Le géant de notre sport qu'est cette écurie n'est pas totalement remis, et nous inquiète un petit peu, faut le dire. L'avenir comporte donc plein d'incertitudes et je vous attends en commentaire pour en discuter. C'est l'objectif de ces bilans, de faire un point et de voir où on en est, où on en était, où on va être bientôt. Voilà, likez, abonnez-vous et partagez si ça vous plaît et que vous voulez soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas, c'est une série de 10 vidéos, donc soyez là pour les prochaines. Ne revenez pas juste pour Ferrari, Red Bull et Mercedes, je vous connais. Sur ce, on se quitte avec Enzo Ferrari qui, comme il l'a vraiment dit pour une fois, pense que l'ère des pilotes de gentlemen est terminée. Nicolas.